mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Et l'attaque de Tadej Pogacar à plus de 50, 80, 100 km de l'arrivée. De nouveau Pierre Rolland, attaque de Pierre Rolland. Attaque de Marlou. Aïe, 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 attention, Philippe peut le pas rappeler. C'est fini. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le débrief de la 7e étape du Tour de France. Sans grande surprise, un Cador vainqueur à Mur de Bretagne. Tadej Pogacar, le champion du monde, s'est imposé au sprint, un effort punchy comme il en a l'habitude. On va débriefer cette journée qui a été quand même assez folle. Le rythme pendant l'étape et le final avec une énorme chute. On va en parler avec Lohan Benati, journaliste à Sud-Ouest qu'on accueille dans Vélo Podcast. Salut Lohan. Salut Guillaume, salut à toutes et à tous. Bon Lohan, on se connaît bien, on va pas faire les fragiles, on se connaît depuis quelques années, notamment on s'occupe tous les deux de la Pro D2 en rugby dans le Sud-Ouest, dans les Landes. On navigue aux quatre coins de la France ensemble, mais tu es un grand passionné de vélo. Tu suis le Tour de France, toi aussi, pendant le mois de juillet à chaque fois. Et on a pas mal parlé vélo en off, donc voilà, je m'étais dit au moins une fois, il va falloir que tu viennes dans Vélo Podcast, donc t'es le bienvenu. Voilà. Écoute, merci pour l'invitation, et puis ravi d'être ici, et effectivement, un grand passionné de vélo comme toi. Bon, je le disais, journée assez folle. Alors on a eu un rythme effréné dans les trois quarts de l'étape, ça a roulé à 50 km/h de moyenne. Il y a des échappés qui ont pris le large pendant cette journée. Ils étaient 5, il y avait notamment Alex Baudin chez les Français, Ewan Kostiou qui a été le dernier à être repris, le Breton chez lui dans le Mur de Bretagne qui a été le dernier à être repris. Mais finalement, c'était pour les favoris. On en avait parlé un petit peu en off tous les deux hier soir. On avait dit favoris ou échappés. Moi, je te disais, je pense qu'après la journée d'hier où les échappés sont allés au bout, l'occasion est trop grande pour un Pogacar ou un Van Der Poel, mais on a vu que Van Der Poel a été lâché de l'emporter. Oui, alors surtout d'autant qu'à Mur de Bretagne, sur les 4 arrivées précédentes au Tour de France, jamais une échappée ne s'était imposée, donc on aurait pu légitimement s'attendre à une explication, on va dire, royale entre les favoris. Pourtant, sans surprise, Mathieu Van Der Poel a été complètement cramé de sa première semaine après tous les efforts, notamment effectués hier. On pouvait aussi s'interroger sur le fait concernant Tadej Pogacar, est-ce qu'il était vraiment intéressé par l'étape, par le fait de récupérer le maillot jaune, etc. On a vu au final que oui, vu que Alpecin et UAE ont quand même roulé durant l'essentiel de l'étape. L'écart de mémoire n'a jamais excédé non plus les 2 minutes. Donc dans ces conditions, c'est sûr que c'était compliqué pour l'échapper d'aller au bout, malgré quand même un très très grand Ewan Kostiou. Alex Baudin qui avait des jambes aussi. Il y avait les deux Français ont tout bien fait. Et ils pouvaient quand même difficilement faire mieux sur ce type d'arrivée. Ouais, alors avec en plus, au cours d'une étape où on a vu les Alpecin et les UAE se relayer en tête de peloton, mais dans le final, on a vu que le premier passage sur la ligne d'arrivée à Mur de Bretagne, ce sont les Visma qui ont fait le gros du tempo. On a l'impression que les Visma... on en avait parlé hier dans le podcast débrief de la victoire de Ben Illy à Vire. Les Visma, ils veulent absolument tenter de rentrer dans la tête de Pogacar et lui faire prendre le maillot jaune pour que ce soit les yeux qui gèrent la course. On pouvait s'interroger sur la stratégie de Visma après le contre-la-montre raté de Vingegaard. On les a vus prendre les échappées hier, essayer aujourd'hui avec Van Aert, et hier avec déjà Wout Van Aert et puis Simon Yates qui avait pris l'échappée. Donc on s'est dit, est-ce qu'ils vont pas passer en mode chasseur d'étape en partant du principe que la lutte face à Pogacar était peut-être perdue d'avance. Mais on les a vus visser effectivement dans le premier passage du mur de Bretagne. Je suis pas sûr non plus que ça ait un grand effet sur le moral ou sur les jambes de Tadej Pogacar. On l'a vu à l'arrivée, même si j'ai trouvé quand même Vingegaard assez rassurant. Après les déclats notamment de son directeur sportif, de sa performance sur le contre-la-montre, je l'ai trouvé assez rassurant. Il rivalise jusqu'au bout avec Pogacar. Donc écoute, maintenant on va voir en haute montagne qui sera le juge de paix clairement de cette édition, mais peut-être que Vingegaard s'est un petit peu refait la cerise et a retrouvé un petit peu de morale aujourd'hui.
pas ce que tu en penses. Je suis d'accord avec toi, d'autant que tu le vois sur le sprint final, Vingegaard il tient bien la roue de Pogačar. Dans l'arrivée à Rouen, quand Pogačar dans le mur, là, la rampe Saint-Hilaire, produit une énorme attaque, Vingegaard est dans sa roue, même si sur les derniers mètres, à un moment donné, il perd quelques mètres, mais il rebouche. La surprise, elle est sur le contre-la-montre, où Vingegaard prend sa minute, voilà, ça on le sait. Maintenant, on sait que Vingegaard, quand il est à 100%, mais je dirais peut-être le meilleur coureur de course par étape aujourd'hui sur 3 semaines dans la gestion d'une course. Là où Pogačar est le meilleur coureur au monde, le plus complet, mais dans la gestion de 3 semaines, attention à ce que Pogačar, en fin de tour, à la fraîcheur, ne paye pas ses efforts du printemps avec son printemps des classiques, qui a été assez dense avec le Tour des Flandres, avec Paris-Roubaix, avec l'Amstel, la Flèche Liège. Il a tout fait, Tadej Pogačar. Attention à ce qu'il ne le paye pas quand même sur la fin de Tour de France. Donc Vingegaard, oui, c'est rassurant. Pour moi, il faudra jamais l'enterrer en montagne, parce qu'on ne sait jamais ce que Pogačar, les deux, on le disait avant le Tour de France, on l'a beaucoup dit dans Vélo Podcast, les deux sont à 100% au départ du tour. Donc oui, Pogačar est plus fort, oui, dès qu'il peut prendre des secondes de bonif, il les prend. Tu regardes depuis le départ du Tour de France, Pogačar a pris 26 secondes de bonification depuis le départ du tour. Là où tu regardes, Evenepoel, deuxième, qui est à 54 secondes au général, il n'en a pris aucune de bonif. Donc tu vois, tu as pratiquement la moitié de l'écart entre Pogačar et Evenepoel, c'est que des bonifs. Mais Pogačar, sur 3 semaines, il faudra faire attention. Là, aujourd'hui, la victoire d'aujourd'hui, parce qu'on va revenir sur le sprint final, c'était pour le Slovène, c'était du cousu humain, d'autant plus que Van der Poel, on a vu que le rythme était trop élevé pour lui dans le final. Oui, bien sûr. Après, tu restes fidèle du coup à ce que tu disais ces derniers jours dans le podcast. Moi, je le vois quand même plus fort, Poga. Et j'ai du mal à voir comment Vingegaard peut le renverser, quoi. C'est son 5e Tour de France, Pogačar, c'est bien ça? Et depuis 2020, donc 2020, 21, 22, 23, 24, 25, donc 6e. 6e, c'est son 6e Tour de France. Je pense qu'il connaît parfaitement la course, il connaît parfaitement son corps. Et je pense qu'il a clairement les capacités pour jouer et les classiques et arriver en forme pendant 3 semaines sur le Tour de France. Donc je suis pas aussi optimiste que toi concernant le suspense à venir et un vrai duel entre les deux en haute montagne, mais pourquoi pas. En tout cas, on a vu que Vingegaard, s'il y avait des doutes après, qui était né après le contre-la-montre, on a vu aujourd'hui quand même que voilà, ça demande à être confirmé, mais il n'a pas lâché l'affaire, le Danois. Ouais, je m'en méfierais quand même, parce que bon, oui, sur l'effort contre la montre, tout plat. Ouais, voilà, je vais pas me répéter, il a pris 5 minutes, mais tu vois quand même que sur les accélérations, là où Pogačar prenait toujours un petit écart à Vingegaard les dernières années, ben là Vingegaard, il a travaillé, il l'avait dit avant le tour, j'ai travaillé les efforts punchy, j'ai travaillé la puissance pour justement contrer les attaques de Pogačar. Donc on va suivre, voilà, on va suivre. Pogačar qui a pu bénéficier dans la dernière montée donc de Mur de Bretagne, la deuxième et dernière pour la victoire, du retour de Jonathan Narvaez, qui est lui aussi un redoutable puncher qui serait leader dans toutes les autres équipes World Tour, mais qui est un équipier fidèle de Pogačar. Notamment, on l'avait vu à Milan-San Remo travailler pour lui dans la Cipressa pour l'attaque de Pogačar. Derrière, Narvaez fait son train. Et puis un Tim Wellens qui a été énorme aussi. Tim Wellens qui s'est donné au pied de la bosse, exactement, qui a fait un énorme travail. On a vu à un moment donné et Pogačar, et Vingegaard, et Evenepoel décrocher. Derrière, c'est Kevin Vauquelin qui a fait le travail pour revenir sur le groupe de 3. Ça a temporisé. Mais Narvaez était avec le groupe Vauquelin et a repris le lead pour ensuite imposer un vrai tempo qui a usé tout le monde. Et après, c'était du cousu humain pour Pogačar pour l'emporter. On a vu Kevin Vauquelin, bon, qui était là, qui était placé, mais derrière, il a fait le jump pour revenir sur les 3, mais il n'y avait pas assez de jus dans le final pour produire l'effort et tenter d'aller gratter peut-être une 3e ou 4e place. On voit que Pogačar s'impose donc dans la même seconde devant Jonas Vingegaard. Il y a une cassure derrière à la 3e place à 2 secondes où c'est Oscar Handley qui est toujours aussi en forme depuis le départ du tour, après son Tour de Suisse, très bon Tour de Suisse il y a 2-3 semaines, qui termine 3e, le Britannique, devant Félix Gall de la Decathlon AG2R et Matteo Jorgensen 5e, Vauquelin 7e et Evenepoel 6e. Evenepoel qui a pris et les bonifs en cassure, et les bonifs et les cassures en écart aujourd'hui, donc il perd 12 secondes sur Pogačar par exemple, rien qu'aujourd'hui en étant pourtant dans la roue. Vauquelin il était là, il était bien placé, mais dans le final ça a été compliqué.
C'était compliqué. Après, il fait quand même septième derrière voilà, des coureurs de classe mondiale. Ça fait une semaine qu'il est au four et au moulin, Kevin, et puis il est toujours quasiment dans le top 10, quoi. Donc franchement, moi je le trouve assez impressionnant. Même s'il a manqué un petit peu aujourd'hui, on a vu que derrière les trois, quand ils sont partis, Pogačar, Remco et Vingegaard, c'est lui qui a fait le train derrière pour rentrer. On sent qu'il a quand même encore beaucoup de force. Alors certes, l'arrivée d'aujourd'hui lui convenait, c'était un profil qui lui convenait, mais il faut pas oublier non plus tous les efforts qu'il a fait depuis une semaine. Et franchement, moi je le trouve vraiment assez impressionnant. J'espère qu'il n'a pas non plus trop puisé dans ses ressources pour la deuxième semaine, mais et puis pour la haute montagne qui va commencer à arriver. On verra, ça sera le révélateur de toute façon pour lui, mais comme vous disiez hier, et comme tu disais hier notamment, tant qu'il sera placé, voilà, il jouera le général, clairement, jusqu'au jour où il prendra peut-être un petit éclat en haute montagne, ce qu'on lui souhaite pas, et alors il pourra se muer en chasseur d'étape, mais pour l'instant, il fait un tour parfait, Kevin. Ouais, bon, on verra ça plus tard, Kevin Vauquelin, s'il prend son éclat. Pour l'instant, il est bien placé au général, d'autant qu'avec le craquage de Van Der Poel dans le final, on parlera du classement général en détail dans quelques instants, mais Kevin Vauquelin récupère la troisième place au général. Et d'ailleurs, je vous invite à aller sur Spotify, Apple Podcast, Deezer notamment, ainsi que sur notre chaîne YouTube de Vélo Podcast. J'ai retrouvé l'archive de Kevin Vauquelin, invité en 2021 dans Vélo Podcast, en août 2021. C'était la première quinzaine du mois d'août. Il venait tout juste de signer son contrat stagiaire à la Arkea Samsic de l'époque. Il était toujours au VC Rouen et on était sur les premières courses amateurs de reprise post-Covid. Il venait de prendre la deuxième place du Saint-Brieuc Aglo Tour et il a été sélectionné en étant élite nationale à tout juste 19 ans dans l'équipe de France pour les championnats d'Europe en contre-la-montre par Thomas Vauclair, le sélectionneur qui avait vu déjà en lui un très bon potentiel pour les chronos. Il nous expliquait notamment que les courses par étapes, il aime ça parce que notamment le chrono lui permet d'être très bien placé et qu'après il tente d'aller le plus loin possible dans ses retranchements. Donc peut-être qu'à ce jeu-là, en 2025 sur le Tour de France, avec son bon chrono, sa troisième place au général aujourd'hui, là il a 2 jours pour se reposer avec 2 étapes de plat qui vont arriver ce week-end avec les arrivées à Laval et à Châteauroux. Il y aura l'étape de lundi au Mont d'Or puis de Sancy pour la fin de la première semaine. On va avoir 10 jours de course, fin de la première semaine. Là il a 2 jours pour rester dans les roues, pour bien se ressourcer, et puis après ça risque d'être un chantier, je pense, quand même, dans le Massif central. On a vu l'année dernière que l'étape du Lioran, Tadej Pogačar, il avait tout fait exploser. Là, ça risque d'être pareil, d'autant qu'a priori, Tadej Pogačar a reconnu cette étape du Mont d'Or et qu'il a battu quelques KOM dans le coin au printemps. Donc, à voir. Mais Kevin Vauquelin, ouais, il a 2 jours pour se mettre bien. Et puis, après, le Mont d'Or, all-in, on verra bien pour la fin de première semaine. Ouais, tu l'as dit pour le Mont d'Or, 8 ascensions de deuxième et troisième catégorie, il y a quasiment pas un mètre de plat, on aura enchaîné 10 jours de course. La grande interrogation, je pense, quand même, pour Kevin Vauquelin, c'est son état de forme face à toutes ces sollicitations médiatiques, toute cette fatigue mentale aussi accumulée. Être un Français qui brille au Tour de France comme il le fait depuis une semaine, c'est extrêmement éprouvant mentalement. Et donc, après 10 jours de course consécutifs, voilà, je pense que la principale question le concernant réside à ce niveau-là, quoi. Comment est-ce qu'il réussira à digérer tout ça et à faire abstraction un petit peu de tout ce qu'endure le Tour de France, tout ce que permet ce Tour de France là. Je pense quand même que le garçon a la tête sur les épaules, est bien entouré avec l'équipe de Manu Hubert. Donc écoute, on lui souhaite le meilleur sur cette étape. Ouais, et puis il a l'air d'avoir quand même la tête sur les épaules, Kevin Vauquelin. Il croque, je pense, ce Tour de France à pleines dents. Il en profite, lui qu'on annonce chez Ineos la saison prochaine. Et on espère aussi que ça va permettre à Emmanuel Hubert de trouver un sponsor pour cette équipe Arkea BNB Hotel pour la suite, parce que aujourd'hui, on sait que c'est compliqué et il faut au minimum 20-30 millions pour performer à ce niveau-là aujourd'hui, qui est un niveau
allez, on va dire entre le World Tour et la Continental Pro, les Pro Teams, hein, Arkea BNB Hotel. Si je veux pas dire de bêtises, il me semble qu'ils sont déjà quasiment condamnés à la relégation en Pro Team, avec ce système, tu sais, des montées et des descentes. On avait fait un podcast notamment avant le Tour de France. On va suivre ça, notamment les Français. On va en parler des Français dans cette étape du jour, parce que Axel Laurence, lui qui est déjà chez Ineos, qui devrait avoir Vauquelin en équipier la saison prochaine. Axel Laurence, il fait 9e. Moi, il m'a étonné de le voir, ça m'a étonné de le voir vraiment dans le final collé aux favoris. Dans ce groupe, il termine 9e à 15 secondes. Il était finalement largué au moment où le sprint s'est lancé. Il a pris les 15 secondes au moment où Pogacar a lancé le sprint. Jordan Jegat, qu'on a eu aussi en invité juste avant le Tour de France de la team Total Energy, il termine 11e de l'étape dans le groupe à 21 secondes. C'est le premier groupe de poursuivants qui a été réglé par Tobias Saland du Johannessen, le Norvégien, pour la 10e place. Dans le groupe derrière Jegat, il y a Skelmose, il y a Romain Grégoire à la 13e place. Derrière, la paire des Red Bull Bora, Lipovic, Roglic, c'est un peu les flops de ce départ de Tour de France. Finalement, ils sont relégués derrière. Carlos Rodriguez, qui est aussi entre les deux, voilà, c'est un peu les trois déceptions du départ de Tour chez les favoris. Mathieu Van Der Poel, 22e à 1,20 au final, qui a craqué dans la pente, dans le mur final. Quentin Paché, 23e, juste derrière. Voilà pour les Français et pour Mathieu Van Der Poel. Mais Jordan Jegat, Romain Grégoire, 11, 13. Bon, franchement, très belle étape aujourd'hui, Jordan Jegat. Je le suis, on est dans le train, c'est pour ça qu'on l'a vu dans Vélo Podcast avant le Tour. Quand tu regardes ce top 20, y a que des grands noms, quoi. Donc c'est quand même assez fort ce que réussissent à faire Jegat, Laurence aujourd'hui. Romain Grégoire, peut-être qu'on en attendait quand même un petit peu plus. J'ai l'impression quand même que voilà, la fatigue aussi des premiers jours de course s'accumule un petit peu pour lui. Mais ce que font les Français, c'est quand même très très fort. Et puis en plus, c'est pas non plus spécialement eux qu'on attendait au premier plan. Les Axel Laurence, les Jordan Jegat, peut-être un petit peu plus Kevin Vauquelin. Mais non, c'est dans ce peloton où tout roule de plus en plus vite, où tout est de plus en plus contrôlé, arriver à faire des accessibles comme ça sur le Tour de France en mouillant le maillot, en le montrant et puis en faisant des pertes remarquables, c'est vraiment très fort. Où est-ce que va s'arrêter Jordan Jegat? À toi de nous le dire, vu que visiblement tu le connais bien. Jordan Jegat, alors bon, le top 20 du Tour de France, je veux pas trop m'avancer, je veux pas dire de bêtises non plus, parce que voilà, mais c'est quelqu'un qui veut prendre. C'est quelqu'un qui veut prendre les échappées, qui veut jouer une victoire d'étape. Aujourd'hui, il est 16e du général à 5,39, donc il est pas si mal placé que ça. C'est le premier Français derrière Kevin Vauquelin, voilà, pour être très clair. Mais il est bien en forme. Et voilà, moi je vais continuer à le suivre. Si on l'a eu dans Vélo Podcast avant le Tour de France, c'est pas pour rien non plus. Donc voilà, on va voir. Mais bon, il a la tête. Il a la tête sur les épaules, lui aussi, pour parler des Français. Je confirme, Arkea BNB, ils sont bien dans la charrette pour descendre en Pro Team. Mais voilà, il faut une vingtaine de millions pour repartir à ce niveau-là, là aussi. Bon, dans les tops, les flops de la journée. Ouais, peut-être juste pour finir sur Jegat, que tu vois en chasseur d'étape, il est quand même pour l'instant à 5 minutes. Je pense pour l'instant, c'est un petit peu trop proche pour lui laisser vraiment de la latitude dans la montagne. Et il est 16e. Félix Gall, il est 14e du général. Il fait 4e de l'étape du jour. Donc voilà, mais il est très bien. Il est très bien, mon petit Jordan Jegat. Donc je vais continuer à le suivre. Juste, on n'en a pas parlé, mais cette chute dans le final à l'approche de Mur de Bretagne avant de passer au classement, effroyable. Le bruit est effroyable. Vraiment, le fracas des vélos qui viennent les uns contre les autres, alors que voilà, c'était à un moment donné, on approchait de ce Mur de Bretagne, de cette montée de Mur de Bretagne. On a vu Joao Almeida qui est allé au sol. On a vu Jack Haig, Thiago Buitrago notamment aller au sol. Et finalement, il n'y a que Jack Haig dans cette chute qui a abandonné, qui n'a pas franchi la ligne d'arrivée. L'Australien qui est resté longtemps à terre, pris en charge par l'ambulance ensuite. Quand on voit l'image du cuissard de Louis Barré, de l'Intermarché, le Nantais Louis Barré, c'est franchement de voir qu'il n'y a qu'un seul abandon, en tout cas au niveau de la ligne d'arrivée, parce que derrière on a vu Joao Almeida qui est arrivé, il me semble, à une dizaine de minutes, voilà, 99e à 10 minutes 13 exactement. Et je vais retrouver Santiago Buitrago à 13 minutes. Bon, franchement, ça fait peur et plus
plus de peur que de mal. Tu m'en voudras pas, enfin vous m'en voudrez pas de dire ça, mais ça aurait pu vraiment être bien bien pire. Ouais, bien sûr, il y a quand même eu du dégât, hein. Reste à savoir comment Louis Barré va réussir à récupérer, même si visiblement c'était plus des éraflures qu'autre chose. On a vu Guillaume Martin qui est tombé, qui a perdu 2 minutes. Valmadois. Par contre, pour Buitrago et Almeida, c'était effectivement un peu plus sérieux. Tu l'as dit, Jack Haig qui a dû abandonner. Donc pour la Bahreïn et puis surtout pour UAE. Parce qu'on rappelle quand même que Joao Almeida, c'est quand même le dernier lanceur, c'est censé être le C'est dernier le lanceur lieutenant. de Pogacar haute montagne. C'est quelqu'un qui avait tout à fait les jambes pour viser le podium. Donc, est-ce que ça va rebattre les cartes chez UAE? Je ne sais pas. Je suis pas sûr non plus que chez UAE, Poga a absolument besoin de Joao Almeida. On a vu qu'avec quelques équipiers, puis quelques équipiers en très grande forme comme Wellens ou Narvaez, il n'avait pas besoin de beaucoup plus. On sait qu'il y a encore du Marc Soler, du Adam Yates qui fait pas mal de patinettes en queue de peloton depuis le début du tour. Donc, est-ce que ça va vraiment changer quelque chose? Est-ce que ça rebat un petit peu les cartes entre UAE et la Visma? Je suis pas sûr, mais ça sera quand même une grosse perte pour UAE. Ouais. D'autant qu'on était, je crois, à 5, 6 ou 4-5 À 6 km de l'arrivée. kilomètres, tout à fait. À 6 kilomètres. km, exactement, voilà. Donc on était au-delà des 3 derniers kilomètres, donc où s'il y a une chute ou une crevaison, on est dans le temps du vainqueur. Mais oui, Joao Almeida, même moi je le voyais sur le podium du Tour de France, Tout à fait, ouais. clairement en Bien sûr. troisième position, hein, derrière un Pogacar, Avec un Remco Vingegaard. et Jorgensen, peut-être, voilà, peut-être Ouais, qui voilà, à matchait la lutte, tu pour vois. cette Alors place-là. bon, on imitait peut-être Lipovic et Roglic dans la bataille, mais de base, on verra. Mais en tout cas, c'était vraiment à la lutte pour le podium ou pour le top 5. Hein, Joao Almeida, qui a terminé 4e du Tour l'année dernière. Donc là, il prend 10 minutes. On va voir s'il va repartir, s'il va réussir à se remettre. Bon, voilà, l'étape du Mont d'Or, s'il reprend et qu'il continue, l'étape du Mont d'Or va pas être celle où on va peut-être le voir beaucoup. On va peut-être lui dire de rester au frais, de cesser des crochets pour ou les Pyrénées ou au moins les Alpes s'il peut. Joao Almeida, en tout cas, ouais, la Bahreïn, de son côté, la Bahreïn victorieuse qui prend vraiment cher depuis le départ du Tour de France. C'est compliqué de leur côté, vraiment. On a vu Lenny Martinez à la pédale lâcher dès la première étape. Dont c'était l'anniversaire aujourd'hui. Exactement, ouais, Lenny Martinez, dont c'était l'anniversaire aujourd'hui. Jack Haig qui vient d'abandonner. Santi Buitrago, 10e du Tour l'année dernière, qui a pris 13 minutes aujourd'hui. Joyeux anniversaire Lenny, 22 ans. Bon, voilà, c'est compliqué pour les Bahreïn victorieuses. On a vu Fred Wright tenter de prendre les échappées. Matej Mohoric a tenté d'attaquer à un moment donné. Bauhaus qui a fait 3e à Dunkerque, mais c'est tout. Bon, voilà, c'est un peu compliqué pour les Bahreïn victorieuses, mais cette chute, on devait en parler parce que voilà, elle est effroyable et au final, bon, on espère que ça va aller pour les gars, notamment, je pense au Français Louis Barré parce qu'on l'a vu avec l'image du cuissard déchiré. Voilà, l'autre abandon du jour, au fait, c'est Mattia Cattaneo, si je me trompe pas, Tout à fait. de la Soudal Quick-Step qui a abandonné plutôt. Donc, dans cette étape, exactement. Le général, allez, on y va rapidement, on a un peu effleuré ce général. Quelques changements avec Van Der Poel qui a pris une cassure aujourd'hui, il a perdu une 30, donc il est 5e du général désormais. Tadej Pogacar, maillot jaune pour 54 secondes devant Remco Evenepoel. Une 11 au pied du podium, Kevin Vauquelin, stop the count, arrêté. Jonas Vingegaard 4e à 1,17, Van Der Poel 5e à 1,29, Jorgensen 6e à 1,34 et derrière il y a un écart avec Oscar Onley 7e qui gagne 4 places au général grâce à sa 3e place du jour à Mur de Bretagne à 2,49. Lipovic et Roglic 8 et 9 à 3,02, 3,06, Skjelmose 10e à 3,43. Et Ben Illy, 11e. Et Ben Illy, oui, qui était 8e après son échappée victorieuse à Vire et qui est maintenant 11e du général à 3,55. Qui est tombé aussi, Ben Illy. Oui, Ben Illy qui a perdu 2 minutes, qui a été retardé dans la chute en fait. Et il a fait un énorme drift, un énorme freinage pour éviter d'aller lourdement au sol, mais il est quand même allé au sol, il a basculé plus qu'il a chuté avant de se relever, de repartir et de perdre 2 minutes sur la ligne d'arrivée. Je parlais un peu des Français tout à l'heure. Djegat 16e à 5,39. Aurélien Paré-Peintre 17e, 7,23. Tu vois, il y a un tir groupé des Français avec Guillaume Martin 20e à 8,13. Madouas et Grégoire 23-24 à 9,35 et à 9,59. Les maillots distinctifs. Bon, maillot jaune, Tadej Pogacar. Maillot vert, Lohan. Tadej Pogacar. 156 points, oui, avec sa victoire du jour. Le Slovène qui a pris les 50 points à l'arrivée de Mur de Bretagne. La victoire, voilà, devant Vingegaard sur l'étape du jour et au classement du maillot vert. C'est donc Pogacar devant Jonathan Milan. Et il y a un écart
Attention, il faut le calculer, il y a un écart maintenant de 34 points entre les deux. T'imagines déjà En sachant qu'il reste Oui. peu de sprints. Comment... les 2 prochains jours pour sûr, un peu la deuxième semaine et peut-être les Champs-Élysées. Oui, mais on voit pas qui peut empêcher, même Jonathan Milan s'il fait le plein, mais qui peut empêcher Pogacar de prendre le maillot vert, quoi. Ouais, non, on voit pas pour l'instant Pogacar, d'autant plus avec l'abandon de Jasper Philipsen qui avait pris quand même pas mal de points en début de tour. Bon, là, Mathieu Van Der Poel qui a pas tenté de faire le sprint intermédiaire pour garder toutes ses forces dans le final à Mur de Bretagne. Van Der Poel il est 4e de ce classement du maillot vert derrière Girmay 3e. 108 points pour Van Der Poel, 111 pour Girmay, 122 pour Milan, 156 pour Pogacar. Imagine même maintenant le 5e du maillot vert, c'est Jonas Vingegaard à 80 points. Bon, voilà, on verra pour la suite, mais le projet Pogacar, maillot jaune, maillot vert, maillot à pois est bien engagé, même si le maillot à pois est toujours pour Tim Wellens. Devant Tadej Pogacar, 8 points pour Wellens, 7 points pour Pogacar. Pogacar qui a pris 2 points à l'arrivée à Mur de Bretagne, puisque c'était l'arrivée, ça comptait aussi pour le maillot à pois, 2 points et 1 point. Tim Wellens qui a pris 1 point au premier passage sur la ligne d'arrivée, derrière Ewen Kostyo qui a pris un autre point plus tôt dans la côte du village de Mur de Bretagne. Le maillot à pois avec derrière Ben-Eli Vingegaard à 4 points. Donc voilà, pour l'instant c'est toujours pour Tim Wellens qui devrait le garder sans doute les 2 prochains jours jusqu'au Massif Central lundi. Le maillot blanc toujours Evenepoel, 17 secondes devant Kevin Vauquelin, 1,55 devant Oscar Handley et la meilleure équipe. Visma Lease the Bike, 5,33 devant les UAE, 13,24 devant les groupes AMA FDJ, Arkea BNB Hotel et Decathlon AG2R qui sont 4 et 5 de ce classement de la meilleure équipe à 14 et 17 minutes. On a parlé de l'étape loin du jour arrivée à Mur de Bretagne. Demain, 8e étape vers Laval. Bon, c'est du tout plat. Attention, peut-être un final en faux plat montant. Faudra surveiller ça, pas lancer de trop lent pour les sprinteurs. Mais normalement, c'est quand même pour les sprinteurs. Je pense qu'il y aura une bataille entre Girmay, entre Merlier, entre Milan s'ils arrivent à être bien placés dans ce sprint. Oui, je pense que ça serait même une faute professionnelle des équipes de sprinters de laisser filer une échappée à Laval demain. On l'a dit, il reste très peu d'opportunités. Voilà, les équipes de sprinters comme la Soudal, comme Lidl, voire Alpecin, Intermarché ou même Lotto ne doivent pas laisser passer l'occasion. Donc à mon avis, on aura un sprint royal à Laval. Effectivement, peut-être un faux plat montant à l'arrivée qui pourrait convenir à du Jonathan Milan, à du Binyam Girmay peut-être si c'était un petit peu difficile. Mais voilà, je pense que autant demain que dimanche, il devrait pas se passer grand-chose durant le reste de la journée, avant le sprint à Laval, puis à Châteauroux. D'autant qu'il n'y a plus beaucoup d'occasions d'ici à l'arrivée du Tour de France. On n'est même pas à la fin de la première semaine. On en est déjà. Et puis Joe Milan a fait de super sprints, mais il n'a toujours pas de victoire, donc peut-être pour demain. Ouais. Si, il fait de super sprints intermédiaires. Il remporte tous les sprints intermédiaires, mais il n'a pas une victoire d'étape pour l'instant. Voilà, donc présent de plus pour voir les Lidl bien vite demain. Exactement. Bon, on a parlé du Tour de France, Loan. Je vais faire le point, notamment sur le Giro Femmes qu'on suit dans Vélo Podcast sur cette première semaine de Tour Homme. C'était la 6e étape aujourd'hui. Il y a eu beaucoup d'attaques. Ça a tenté beaucoup tout au long de l'étape, notamment Loussa de Guest de la FDJ Suez. Mais ça a relancé à 30 bornes de l'arrivée avec notamment Juliette Labousse qui a tenté un coup. Et finalement, c'est l'Allemande Liane Lippert de la Movistar qui a une année un peu compliquée. D'ailleurs, sa dernière victoire, c'était il y a quasiment un an, jour pour jour, sur le Giro. Sa dernière victoire, c'était le 12 juillet 2024 sur le Giro. On est le 11 juillet 2025. La victoire de l'Allemande qui s'impose au sprint devant Paulina Royackers de la Phoenix de Koenig. 3e place pour Sherin Van Androoy. Le peloton maillot rose a terminé à 1,24. Labousse a été reprise dans le final. Elle prend la 7e place de l'étape. Juliette Labousse qui réagit bien après un début de Giro compliqué, notamment sur les arrivées au sommet. Mais on sait que la franc-comtoise est un peu en difficulté quand il y a de la chaleur, mais voilà, Juliette Labousse 7e et Vita Music 11e dans le groupe Maillot Rose. Maillot Rose toujours sur les épaules de Marlène Reusser, la Suissesse, pour 16 secondes devant Elisa Longo Borghini, 1,53 pour Anna van der Breggen 3e et Paulina Royackers avec son échappée du jour 4e du général à 2,02. Elle avait Paulina Royackers, la leader de la Phoenix de Koenig, terminé 3e du Tour Femmes l'année dernière, un peu
en retrait cette année et elle performe au meilleur des moments, donc avec le Giro et le Tour de France qui va arriver dans quelques semaines. Si je puis me permettre une petite remarque, on parle beaucoup alors, évidemment de mettre en avant le cyclisme féminin. C'était quand même assez dramatique, je trouve, pour le cyclisme, pour la pratique féminine du cyclisme, de mettre la deuxième plus grande course du calendrier au même moment que le Tour de France, qui écrase complètement l'actualité cycliste. Je pense que c'est quand même... Mais t'as entièrement raison, et c'est pour ça que l'organisateur du Tour d'Italie, qui a récupéré le Tour d'Italie Femmes RCS, a dit c'est la dernière année que le Tour Femmes est lors de la première semaine du Tour Homme. À partir de 2026, on va basculer sur un autre calendrier et on va les décaler parce qu'elle nous livre une course géniale à regarder. Franchement, encore l'étape d'aujourd'hui, ça a attaqué de partout. C'est du vrai beau cyclisme. On a vu une étape avec des bordures hier à 50 bornes de l'arrivée avec les UAE alors que c'est une étape toute plate. On a vu le général qui a été un peu bousculé encore. Donc, elles nous font du vrai bon cyclisme et franchement, voilà, c'est... T'as raison de le dire, mais c'est la dernière année qu'en 2025, donc on va avoir le Giro en même temps que le Tour de France. J'en profite, ça vient d'arriver il n'y a pas longtemps au moment où on enregistre, l'Ain, Bugey, Valrome et Tours. Oui, vous m'en voulez pas de vous en parler. C'est une des meilleures courses juniors du calendrier et c'est une victoire allemande aujourd'hui. Karl Herzog de la Team Grenke Auto-Eder, c'est une équipe réserve junior de la Red Bull Bora, doublé de la Team Grenke Auto-Eder devant Gis Schoneveld. Retenez bien ces noms parce que dans quelques années, vous allez en entendre parler. Un Français, Yann Dubois, termine 3e de l'étape. Benjamin Noval Suarez, tout juste champion d'Espagne junior, prend la 5e place. Karl Herzog, vainqueur du jour, récupère donc le classement général. Benjamin Noval, c'est un nom que tu as entendu il y a quelques années. Oui, normal. C'est le fils de... Tout à fait, la Radio Chat de mémoire. Joshua QS Postal, oui, Astana. Et il me semble aussi dans les tout débuts de Astana, Contador chez Astana, quand il remporte son premier Tour de France en 2007. J'y étais à Angoulême, j'étais ado, j'avais quel âge ? 16 ans. 15 ans, 16 ans. Fidèle Gregario d'Alberto Contador et dans l'équipe de Johan Brunel. Exactement. Bon, Lohan, je te remercie beaucoup d'avoir été avec moi, c'était un plaisir. Mais je t'en prie, c'était un plaisir partagé. Merci beaucoup pour l'invitation, Guillaume. Avec plaisir, on va te retrouver dans pas très longtemps, t'inquiète pas, tu vas revenir dans Vélo Podcast. Je rappelle Lohan Benati, journaliste à Sud-Ouest. Merci d'avoir été avec moi. Je rappelle les plateformes on est, Vélo Podcast, Apple Podcast, Deezer, Spotify notamment, Podcast Addict et la chaîne YouTube de Vélo Podcast ainsi que les réseaux sociaux. Lohan, à très bientôt. On se retrouve nous dès demain avec l'arrivée à Laval. Ciao, ciao. Ciao, ciao.